Bon, imaginez un peu la scène. Une alarme incendie qui hurle, à son percer les tympans, des heures ou même des jours entiers après qu'un tout petit feu a été éteint. Ah oui, le genre de bruit qui rend fou assez vite. Mais complètement. Il n'y a plus de fumée, plus aucune menace dans le bâtiment, et pourtant, le système d'urgence reste bloqué sur son niveau maximum. C'est absurde, non? Complètement absurde, ouais. On finirait juste par arracher les fils du mur pour avoir la paix, en fait. Voilà, exactement. Eh ben, c'est très précisément ce que fait le cerveau humain avec nos propres émotions. On subit des montées de stress, des vagues de tristesse, de colère, souvent sans avoir la moindre idée de comment cette machinerie interne fonctionne vraiment. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la mécanique de base, elle est censée être un outil de survie. C'est d'une précision redoutable à l'origine. Ce système d'alarme, il n'est pas cassé, il est même vital pour nous. Mais on l'utilise mal, c'est ça, hein? C'est ça. La manière dont on l'utilise au quotidien, dans des situations qui menacent pas du tout notre vie, ça transforme cet outil en une véritable prison psychologique. Eh ben, décortiquons un peu ça. C'est la mission de notre exploration d'aujourd'hui. On va vous offrir un raccourci clair, sans jargon, pour comprendre cette fameuse régulation émotionnelle. Un programme essentiel, ouais. Et pour ça, notre source unique aujourd'hui, c'est la transcription d'une vidéo super intéressante. Ça s'appelle Apprendre le français, la régulation émotionnelle, et ça vient de la chaîne YouTube Kelly, la prof de français. Ça peut paraître surprenant au premier abord. Bah oui, je me suis dit la même chose. Qu'est-ce que l'apprentissage du français vient faire dans un sujet de psychologie comportementale? En fait, le lien est d'une logique implacable. L'apprentissage d'une langue, surtout quand on est adulte, c'est un des environnements les plus fertiles pour la frustration. Oh que oui, le sentiment de vulnérabilité. Voilà. Se tromper de prononciation devant un natif ou oublier un mot de vocabulaire de base pendant un examen, ça déclenche immédiatement ce fameux système d'alarme. L'approche de cette prof utilise l'apprentissage linguistique comme un microcosme pour observer nos émotions. Donc je vais enfiler ma casquette d'élève curieux aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de comprendre. Et moi, je prends le rôle du coach. Ça marche? Super. Alors, commençons par la base. Si cette alarme n'est pas cassée, il se passe quoi concrètement dans notre corps quand, je sais pas, on fait une énorme faute de grammaire en public? Eh bien, il faut faire la distinction entre l'émotion primaire et ce qui vient juste après. D'accord. L'émotion primaire, c'est quoi? C'est la réaction brute. La peur, la surprise, la honte, la colère. Biologiquement, c'est une réponse physiologique de type combat ou fuite. Ah, le truc préhistorique face au danger. Exactement. Le système nerveux autonome prend le contrôle. L'amygdale, qui est en gros le centre de détection des menaces dans le cerveau, elle s'active d'un coup. Elle libère instantanément de l'adrénaline et du cortisol dans le sang. La fameuse hormone du stress. Ouais. Donc le rythme cardiaque s'accélère, tes muscles se tendent et la tension se focalise complètement sur la menace. C'est le corps qui se prépare à fuir un tigre à dents de sabre. Sauf que là, la menace, c'est juste un participe passé qu'on a mal accordé devant des collègues. C'est ça qui est dingue. Le cerveau primaire fait pas la différence entre un prédateur mortel et une menace sociale comme l'humiliation publique. L'alarme sonne pareil. Mais, et c'est là qu'est la donnée scientifique cruciale, Vas-y. cette réponse chimique, cette émotion primaire à l'état pur, elle ne dure biologiquement que quelques secondes à quelques minutes. La littérature parle souvent de 90 secondes environ. Attends, je t'arrête tout de suite. 90 secondes. C'est juste impossible. Biologiquement, si. Mais comment ça? Si la science dit qu'une émotion dure 1 minute et demie, comment on explique qu'on puisse rester en colère pendant 3 jours après une dispute au bureau? Ou qu'un étudiant il soit physiquement malade de stress pendant des semaines avant son examen de français? C'est une excellente question. Et c'est justement là que la biologie laisse la place à la cognition. Si l'émotion dure plus de quelques minutes, en fait, c'est plus l'émotion primaire qui agit. Et c'est quoi alors? C'est un processus secondaire, ce qu'on appelle la rumination mentale. Le petit vélo dans la tête qui tourne en boucle? Un vélo branché sur un amplificateur, oui. La rumination, c'est le processus où l'esprit va repenser de manière répétitive et souvent très négative à l'événement. L'événement est passé, il n'y a plus de menace immédiate, mais le cerveau simule à nouveau la scène. Ah, je vois. Genre, j'aurais dû dire ça, j'ai eu l'air idiot. Tout à fait. Et à chaque fois que l'esprit rejoue la scène ou anticipe un échec futur, paf, il envoie un signal à l'amygdale. Donc l'amygdale croit que la menace est de retour. Exactement. Le cerveau appuie sur rejouer et ça redéclenche une décharge de cortisol. Donc une tristesse prolongée après la perte d'un projet ou le stress continu avant un examen, c'est pas une seule grosse émotion. C'est plein de petites émotions.
Ce sont des milliers de mini-décharges émotionnelles déclenchées par nos propres pensées. On maintient l'alarme allumée nous-mêmes. L'ironie, c'est qu'une émotion primaire, ça dure le temps de faire chauffer un café. Tout le reste, c'est une construction mentale. C'est vertigineux quand on y pense. D'ailleurs, petit quiz rapide pour notre audience. Selon les chercheurs, combien de temps est censé durer une émotion primaire à l'état naturel? Écrivez votre réponse en commentaire, là maintenant, afin que notre experte ne le rappelle. Même si je viens de le dire, oui, c'est vraiment de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes. Et j'en profite, comme notre source vient d'une chaîne d'apprentissage linguistique, partagez-nous aussi dans les commentaires vos plus grandes difficultés quand vous apprenez le français. Est-ce que la honte de faire une erreur vous paralyse? C'est très fréquent comme blocage. Oui. Et si vous trouvez cette exploration utile pour votre propre développement, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la session. Ça nous aide énormément. Surtout que là, on va entrer dans le vif du sujet. Justement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, je t'avoue un truc, comprendre la théorie de la rumination, c'est super sur le papier. Mais en pratique, ça semble impossible. C'est-à-dire, Quand je suis dans une spirale d'angoisse, avant un rendez-vous important, qu'on me dise arrête d'y penser, c'est juste mental, ça me donne juste envie de m'énerver encore plus. c'est la réaction la plus naturelle au monde. Dire à quelqu'un de se calmer, ça marche jamais, parce que ça s'attaque aux symptômes, pas aux mécanismes. Et en plus, les solutions classiques, elles font peur. Je lis la source et je vois la liste des blocages psychologiques fréquents. Le coût des thérapies, par exemple, c'est énorme. Le coût, le temps pour avoir un rendez-vous, oui. Et la méditation. Faut s'asseoir en tailleur, faire le vide dans sa tête pendant 1 heure. Avec un boulot, des enfants, le découragement est immédiat face à un tel engagement à long terme. Comment on contourne ces murs? En comprenant qu'on n'a pas besoin de ces extrêmes. La science a beaucoup évolué, on va comparer très brièvement les deux grandes méthodes, la méditation, ou pleine conscience, et la thérapie cognitivo-comportementale, la fameuse TCC. Ok, on commence par la pleine conscience. Comment ça marche concrètement, sans s'isoler dans un monastère? Le problème, c'est que la pleine conscience a un mauvais marketing. Le but, c'est absolument pas de faire le vide ou de forcer la relaxation. C'est impossible quand ton alarme sonne. Ah bon? Mais c'est quoi alors le but? C'est purement observationnel. C'est développer la capacité à observer l'émotion sans la juger et surtout sans essayer de la résoudre. Ne pas résoudre un truc qui nous angoisse. J'ai du mal à saisir. Prenons une analogie. Observer son émotion en pleine conscience, c'est comme refuser d'ajouter du bois dans une cheminée. L'émotion primaire, l'étincelle de honte ou de peur de 90 secondes, c'est le feu de base. D'accord. L'étincelle est là. Et tes pensées, ta rumination du genre « je suis nul, je vais rater », ça, c'est le bois que tu jettes sur le feu. Ah, je vois l'image. Si tu te contentes de regarder l'étincelle brûler, sans analyser pourquoi t'as peur, sans t'en vouloir d'avoir peur, l'étincelle s'éteint toute seule. La pleine conscience t'entraîne à ressentir l'inconfort sans déclencher la pensée qui va avec. Et ça casse la boucle du cortisol. C'est fascinant. Mais que faire si le feu est déjà devenu un énorme brasier? Si la rumination est devenue une habitude ancrée? C'est exactement là que la TCC intervient. Si la pleine conscience, c'est l'observation neutre, la TCC, c'est une intervention active. On va identifier et modifier les schémas de pensée négatifs. Restructurer le cerveau, en gros. Voilà. Et pour ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, une petite question. Préférez-vous l'approche de l'observation neutre de la méditation ou l'approche active de modification des pensées de la TCC? Dites-le nous en commentaire, le débat est ouvert. Moi, je suis curieux de savoir comment on applique la TCC à notre étudiant en français. Celui qui rate un test et se dit « je suis un incapable ». En TCC, on devient le procureur de ses propres pensées. Cette pensée « je suis incapable », c'est une distorsion cognitive, une prédiction catastrophique. On va exiger des preuves. Quelle est la preuve que tu ne parleras jamais cette langue? La preuve, c'est que j'ai eu 4 sur 20 à mon test. Et là, on restructure. Le fait réel, c'est « ok, j'ai échoué à ce test spécifique sur les verbes parce que je manquais de pratique ». Ce n'est pas une incapacité génétique. Ah, on remplace la panique par un fait logique. Exactement. Et en faisant ça, on coupe la source de l'angoisse. Mais ce qui bloque souvent les gens, c'est de penser qu'il faut des années de thérapie pour y arriver. Bah oui, changer ses propres pensées, ça a l'air de demander un effort surhumain. Eh bien, la littérature scientifique a prouvé le contraire. Il y a une étude très célèbre publiée dans le JAMA Internal Medicine, dirigée par Gayal et son équipe en 2014, qui est formelle. Elle dit quoi, cette étude? Elle prouve que de très courtes sessions ont une efficacité clinique réelle,
pas besoin de retraite silencieuse de 10 jours. Courte comment? 10 à 15 minutes par jour. Attends, vraiment? 15 minutes? Oui, les examens prouvent que 10 à 15 minutes par jour d'exercice offrent des avantages significatifs contre l'anxiété et la dépression légère. Et une autre revue dans Cognitive Therapy in Research a confirmé que la TCC, même faite de façon autonome, a un impact massif. C'est fou. 15 minutes, c'est le temps que je passe à scroller bêtement sur mon téléphone dans le bus. Et c'est justement là qu'on trouve la solution pour les emplois du temps chargé, les outils numériques. Ah, on utilise le smartphone pour se soigner au lieu de stresser? Exactement. La vidéo mentionne plusieurs applications pour démocratiser tout ça. Pour la pleine conscience, tu as des trucs comme Headspace ou Calm. C'est conçu exprès pour ces sessions de 10 minutes. Et pour la TCC, c'est possible sur une appli. Absolument. Il y a Moodfit ou BetterHelp. Ce sont des TCC flexibles à coût réduit. Tu écris ta pensée négative et l'appli te guide par des questions pour la reformuler. C'est génial. Donc, comment on crée une routine durable avec ça? Parce que l'erreur classique, c'est d'attendre d'être en pleine crise de panique pour ouvrir l'appli. L'erreur fatale, ouais. C'est comme le brossage de dents. Tu te brosses pas les dents que quand tu as une carie. J'aime bien l'analogie. L'objectif, c'est d'entraîner son réseau neuronal tous les jours, quand tout va bien. Tu te réserves 10 minutes le matin ou dans les transports. Et pour la journée, tenir un journal sur son téléphone pour noter ses déclencheurs fréquents, ça aide énormément. Un petit journal de bord émotionnel. Oui. Et si une émotion intense survient d'un coup, on peut ajouter des exercices rapides en moins de 5 minutes, comme la cohérence cardiaque. Inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ça régule physiquement l'alarme, avant même de penser. D'accord. Donc, 10 minutes d'appli le matin et un peu de respiration si un coup de stress arrive au bureau. Et d'ailleurs, en parlant du bureau, si on relie ça à une vision plus globale, Ah, le climat d'équipe. oui, comment ça s'applique dans un groupe de travail? Parce qu'on est très influencé par la culture et par les autres, non? Complètement. Surtout avec les normes culturelles où dans certains pays, on cache ses émotions au travail, ce qui aggrave la rumination. La neurobiologie appelle ça la résonance limbique. Les émotions sont très contagieuses. Ah oui, je connais ça. Le collègue qui arrive hyper tendu le matin, il claque un peu son clavier et d'un coup, tout l'open space a la boule au ventre. Voilà, une alarme déréglée déclenche les alarmes des autres. Mais l'inverse est vrai. Si la régulation émotionnelle est intégrée dans les politiques de santé publique ou subventionnée par l'entreprise, avec ces outils numériques, on transforme tout le collectif. C'est-à-dire, Si chacun apprend à éteindre son étincelle en 90 secondes, le groupe ne subit plus la contagion du stress. L'équipe devient résiliente, capable de gérer les échecs et de trouver des solutions ensemble. C'est fondamental pour le bien-être au travail. et la prof de français donnait un exemple de cas réel. Oui, elle parle souvent de ses élèves. Un étudiant bloqué à l'oral pendant des mois à cause de la honte, en appliquant juste 10 minutes d'observation sans jugement de sa frustration quotidienne, il a recommencé à parler en quelques semaines, sans paniquer à chaque erreur. C'est une belle preuve d'efficacité. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je vais tenter de résumer. Nos émotions, ce sont des alertes super éphémères, quelques minutes tout au plus. C'est ça. La rumination, c'est nous qui appuyons sur le bouton « Répéter ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec seulement 10 à 15 minutes par jour sur une application, avec la pleine conscience ou la TCC, on peut littéralement reprogrammer cette mécanique sans se ruiner. Exactement. Et pour clore cette exploration, j'aimerais laisser ceux qui nous écoutent sur une réflexion inédite qui prolonge tout ça. Vas-y, on t'écoute. Si nos émotions négatives les plus tenaces ne sont en réalité que le produit d'une rumination mentale sur laquelle on a le contrôle, dans quelle mesure ce que nous considérons comme notre caractère ou notre fameuse personnalité anxieuse n'est-il qu'une simple habitude cognitive qui attend d'être désapprise? Waouh! Est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'angoissé ou est-ce que j'ai juste une mauvaise habitude de penser? C'est profond. Je laisse notre audience méditer là-dessus, c'est le cas de le dire. Une belle piste de réflexion, oui. Eh bien, un immense merci de m'avoir éclairé aujourd'hui. Et à vous tous qui nous écoutez, pensez bien à vous abonner, à partager cette exploration autour de vous et surtout à répondre à nos questions dans les commentaires. Prenez soin de vos petites alarmes internes. Et arrêtez de mettre du bois dans la cheminée. C'est ça. À très bientôt dans d'autres épisodes.